bienvenue sur le plateau FHP direct depuis le Salon Santé Expo édition 2021. À mes côtés, Véronique Molière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler donc de santé décarbonée et je rappelle que vous êtes la directrice stratégie, partenariat et communication chez C2DS. Alors, la santé décarbonée, finalement, c'est un devoir de responsabilité. C'est une nécessité aujourd'hui. Donc, le Comité pour le développement durable en santé, C2DS, qui est un réseau de 730 établissements sanitaires et médico-sociaux qui sont engagés dans une démarche de développement durable. Donc, c'est vraiment un sujet pour nous, c'est un fil rouge, un axe stratégique pour les années qui viennent. Le C2DS, en tant que ONG, était à la COP26 la semaine dernière, donc à Glasgow. On a pu en effet toucher du doigt la nécessité d'une décarbonation, vraiment une urgence dans cette décarbonation. C'était très impressionnant de pouvoir toucher du doigt cette dimension mondiale, en effet, de pouvoir vraiment prendre conscience en effet de ces enjeux mondialisés et de rencontrer aussi de nombreuses autres ONG qui œuvrent sur des champs complètement différents de la santé, mais c'est en effet toutes ces actions mises bout à bout qui vont pouvoir en effet permettre à chacun des pays de pouvoir respecter les engagements qui sont pris et qui, j'espère, vont être pris de façon encore plus ambitieuse en 2026. Rappelez-nous justement quels sont les enjeux et les engagements qui ont été pris. Alors, tout simplement, en effet, c'est l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'en 2015, la COP21, 196 pays ont signé donc l'accord de Paris. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en effet de s'engager à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, voire 1,5 degré. Quand je parlais de nécessité de décarbonation, c'est que quand on regarde suite à cette COP21, on est aujourd'hui donc à la COP26 qui se déroule en ce moment même, si on additionne les engagements concrets des pays qui ont signé cet accord de Paris, on est sur une trajectoire d'un réchauffement de 2,7 degrés. Donc on est très au-delà des objectifs qui sont fixés par le GIEC, qui est ce groupement en effet des scientifiques. Et donc chacun a un rôle à jouer, une part à jouer. Et la santé, bien évidemment, comme d'autres secteurs d'activité, a une part importante à jouer. Et je dirais même, non seulement parce que l'activité de santé a une empreinte carbone, a un poids carbone, bien évidemment. Donc il faut pouvoir le mesurer, il faut apprendre et savoir comment le réduire, il faut savoir comment le compenser. Mais aussi parce que la santé a un pouvoir éducationnel extrêmement important, c'est-à-dire qu'elle a un devoir d'exemplarité, d'une certaine manière, auprès à la fois et des employés, mais aussi des patients, des accompagnants et finalement de la population de son territoire. Bon, alors, quels seraient les plans d'action, justement, qui peuvent être utiles et qui doivent être mis en place? Alors très concrètement, en effet, quand on passe de la dimension de la planète au secteur de la santé, alors c'est en effet ce que l'on a consigné dans cette publication. Donc l'hôpital agit pour la planète. Cette publication permet de présenter en effet les enjeux. Alors ils sont articulés autour de 4 grands thèmes qui sont tous importants quand on parle de décarboner un hôpital. Donc vous avez le thème en effet des transports par exemple, donc quand on parle de transport, comment décarboner les transports, il faut envisager évidemment les transports sanitaires, les transports des salariés, les transports des entrants, ce qu'on appelle les marchandises, les transports des sortants, c'est-à-dire des déchets, et en effet réfléchir à comment mesurer l'empreinte carbone de ces transports, rédiger un plan d'action derrière et pouvoir réduire en effet l'empreinte carbone. Est-ce qu'il y a déjà des pistes sur lesquelles on peut s'orienter? Alors il y a non seulement des pistes, mais il y a énormément déjà d'initiatives de terrain. Et donc c'est ce qu'on relate aussi dans cette publication, c'est-à-dire qu'on croit beaucoup dans la force de l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses équipes, et c'est ce qu'on a testé aussi à Glasgow, c'est-à-dire ce dynamisme français aussi sur le terrain. Alors même si les politiques avancent à un tout autre rythme, sur le terrain les équipes avancent rapidement, ils sont très ingénieux, sont très agiles, sont très créatives. Et donc sur ces sujets des transports, en effet, déjà de nombreuses choses sont mises en place. Vous pouvez nous donner des exemples de ce qui a été mis en place en France et puis chez nos voisins européens?
Alors, sur ce premier thème, en effet, des transports, par exemple, sur le transport des salariés, c'est vrai que c'est des plateformes de covoiturage, c'est des primes pour pouvoir avoir accès à un vélo électrique, c'est des négociations par un établissement avec la société de transport en commun de la commune. C'est ce genre de choses. Sur les transports des patients, par exemple, on a un très bel exemple dans l'hospitalisation privée, qui est l'hôpital Nord privé parisien, qui est tout à fait exemplaire en termes de covoiturage des patients cette fois-ci. Donc vous avez des patients dialysés qui covoiturent 3 fois par semaine pour se rendre depuis leur domicile jusqu'à l'établissement. Donc c'est aussi un bel exemple. Et puis vous l'avez mentionné, ça passe aussi par les achats responsables, bien évidemment. Donc c'est ça, donc si vous voulez, dans les autres grandes thématiques, les transports, vous avez l'énergie, bien évidemment, et vous avez les achats. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, dans les sources d'émissions de gaz à effet de serre, les achats pèsent pour plus de 50%. Donc c'est vraiment un champ à explorer tout particulièrement, mais qui est extrêmement difficile, puisque le spectre des achats est évidemment très très large, mais il y a énormément d'actions aussi qui sont mises, en tout premier lieu, par exemple, réfléchir à des achats en effet de proximité. Il est bien évident que quand on se fournit, ne serait-ce que pour, par exemple, la restauration sur son territoire, c'est pas la même chose. Privilégier le local. Évidemment, ce n'est pas la même chose que de l'acheter. Alors en revanche, pour les médicaments et dispositifs médicaux, ça appartient à la politique de réindustrialisation de la France. Mais pour le moment, on continue de les acheter, évidemment, de l'autre côté de la planète. Oui, et la crise sanitaire a montré l'importance de relocaliser beaucoup de la production en France. Dernière question, Véronique Molière. Il faut parler d'argent, il faut parler de formation. Alors comment fait-on ? Alors la question évidemment du financement de cette transition énergétique, elle est très importante, puisqu'on est dans la santé dans une économie évidemment extrêmement contrainte et très réglementée. Et donc c'est très difficile d'introduire des nouvelles réglementations, ce qui est le cas, sans en effet de la sortir d'aides financières. Donc ça, c'est tout un travail d'ingénierie financière, en effet, que les établissements doivent faire aussi. Nous, C2DS, on souhaiterait les aider, en effet, pour qu'ils puissent avoir accès à des aides, que ce soit de l'État, de l'ARS, de l'ADEME, etc., pour pouvoir, en effet, faciliter cette transition énergétique qui, forcément, a un coût, alors qui est chronophage, qui a un coût RH, si j'ose dire, de mise à disposition, en effet, d'agents, de personnel pour prendre en charge ça, mais aussi d'investissement. Ça, c'est clair. Et puis la formation, parce que des équipes qui sont informées et sensibilisées et motivées, il faut aussi qu'elles soient formées. Bon, écoutez, en tout cas, les chantiers sont lancés. Il faut que ça continue. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, Véronique Molière. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci.